Bonjour Nicole Belloubet. Bonjour. Vous avez en effet annoncé la création d'un parquet national antiterroriste. Ça ressemble quand même à un désaveu pour le parquet de Paris qui gère ces affaires-là depuis 30 ans. Ce n'est absolument pas un désaveu, tout au contraire. C'est presque le constat de sa réussite et de la réussite de ce mode d'organisation, c'est-à-dire une organisation qui est centralisée pour prendre en compte l'ensemble des défis auxquels nous sommes confrontés. Et si j'ai demandé à mes services aujourd'hui de réfléchir à la création de ce parquet national, c'est parce qu'il nous semble que 30 ans après la création de l'actuelle organisation, il est utile de la revisiter pour prendre en compte une menace terroriste qui s'est accrue. Qu'est-ce qui manquait dans l'organisation actuelle ? Ce qui nous semble important à prendre en compte, c'est le fait qu'actuellement, le parquet de Paris, qui gère le terrorisme, a aussi de multiples autres compétences. Or, face à la montée de la menace terroriste, à sa présence permanente, il nous a semblé important que le parquet de Paris puisse d'une part s'occuper des affaires territoriales et que d'autre part, comme tout parquet, et que d'autre part, il y ait un parquet national qui soit centralisé et, je dirais, focalisé principalement sur le terrorisme, même si d'autres compétences peuvent lui être adjointes. 13 magistrats sont pour l'heure affectés à la section antiterroriste parisienne, avec 61 autres mobilisables à tout instant. En termes d'effectifs, il y aura combien de magistrats dans cette nouvelle organisation ? C'est ce que j'ai demandé à mes services de voir et d'organiser. Encore une fois, j'ai annoncé, j'ai prévu la ligne directrice. Je n'ai pas prévu les modalités d'organisation. Ce sont mes services qui me feront des propositions. Sous quel délai ? Je dirais 3 mois. 3 mois. François Molins, qui est procureur de Paris, avait expliqué que ce projet était contre-productif et n'apportait rien de plus. Il a changé d'avis, François Molins ? Je pense que François Molins est, comme moi, face à une situation qui a considérablement évolué. Et donc je pense qu'il a absolument conscience de la nécessité de donner du temps au parquet antiterroriste. Et je pense qu'il n'est pas en désaccord avec la solution que j'envisage. À tel point, qu'est-ce qu'il pourrait devenir, lui, le premier procureur antiterroriste de la République ? Franchement, ce n'est pas la question que je me pose. Je ne me pose pas de question d'homme, je me pose une question d'organisation. Et lorsque les décisions seront prises avec le Premier ministre et le Président de la République, on verra qui alors pourra occuper ces fonctions. Un mot sur les prisons qui sont considérées parfois comme un lieu de radicalisation. Au total, 509 personnes condamnées ou prévenues pour des faits terroristes. 1157 radicalisés sont incarcérés dans les prisons françaises. Vous avez annoncé la création de 3 nouveaux quartiers d'évaluation de la radicalisation. 3 nouveaux, ça veut dire que les précédents ont donné satisfaction. Ça marche. Et quels sont les indicateurs qui vous permettent de dire que ça marche ? Si vous voulez, ces quartiers sont des quartiers qui nous permettent d'évaluer le niveau de dangerosité des personnes auxquelles nous avons affaire. Et donc ça nous permet ensuite de trouver les meilleures solutions pour qu'ils puissent effectuer leur détention. Donc il y a 4 mois d'évaluation et puis ensuite ils sont placés en détention suivant leur niveau de dangerosité. C'est évidemment extrêmement précieux pour que nous puissions évaluer la meilleure situation possible. Ça n'a rien à voir avec les quartiers dédiés ? Ah non, pas du tout. Il s'agit de quartiers d'évaluation. Donc lorsqu'un détenu radicalisé ou un terroriste islamiste arrive, nous l'évaluons pendant 4 mois et ensuite nous le plaçons dans un établissement de détention qui est adapté à son niveau de danger. La justice, en effet, doit s'adapter à cette nouvelle menace et à ces nouveaux profils. Est-ce qu'il y aura un suivi ou est-ce qu'il y a un suivi pour les personnes incarcérés, jugés pour des faits de terrorisme et qui ont purgé leur peine ? Est-ce qu'on les laisse ressortir ou est-ce qu'il y a un suivi ? Non, lorsqu'elles ont purgé leur peine, elles ont purgé leur peine. Nous sommes dans un état de droit, il n'est pas question que cela évolue. En revanche, dès qu'une personne de ce type sort de la détention, il y a une fiche individualisée qui est établie, qui est extrêmement complète, qui est communiquée à l'ensemble des services partenaires, c'est-à-dire les services de renseignement et les services territoriaux, qui nous permet de savoir où est la personne, ce qu'elle fait, d'alerter. Et donc, il y a un suivi au plus près de la personne qui est libérée. Un mot sur ce qu'on appelle par ailleurs, s'il y a un placement en milieu ouvert, les conseillers d'insertion et de probation également suivent cette personne. Un mot sur, je le disais, sur ce qu'on appelle désormais l'affaire Urvoas. François Hollande a réagi en expliquant que cela démontre la nécessité de renforcer l'indépendance du parquet, une réforme qu'il avait proposée mais qu'il n'a pas réussi à imposer. Jusqu'où vous êtes prête à aller, vous, sur l'indépendance du parquet ? Je rappelle qu'Emmanuel Macron a engagé le gouvernement à ne pas se contenter de demi-mesures en la matière. Oui, nous partons du principe que cette indépendance du parquet
plus exactement cette évolution du statut du parquet qui concourt à l'indépendance de la justice, doit trouver sa place dans la prochaine réforme constitutionnelle. C'est ce que nous souhaitons faire, c'est ce que le président de la République souhaite porter. Nous suivrons d'une certaine manière la décision du Conseil constitutionnel qui à la fois dit qu'il faut donner des garanties pour l'indépendance et de la justice et donc pour faire évoluer le statut des membres du parquet, mais qui en même temps reconnaît que le gouvernement, pour l'élaboration de sa politique et de sa politique pénale, a besoin de garder évidemment un lien avec le parquet. Ce qui est naturellement contesté par les magistrats. Vous avez confirmé avoir déjà, vous aussi, demandé ce qu'on appelle des remontées d'informations en tant que ministre de la Justice. Dans quelles affaires avez-vous demandé des remontées d'informations ? Alors j'en demande d'abord extrêmement peu. Je le dis parce que cela me semble important. C'est assez inhabituel que vous le disiez et que vous l'assumiez en tant que garde des Sceaux. Oui, je ne vois pas pourquoi je ne le dirais pas. Si vous voulez, lorsque nous avons des affaires pénales qui sont extrêmement singulières, je pense aux affaires auxquelles nous avons eu à faire face relatives au viol des petites filles qui ont beaucoup défrayé la chronique, il est vrai que j'ai demandé des points précis pour savoir où nous en étions. Et je crois que cela est utile ensuite pour pouvoir élaborer les textes généraux de politique pénale. Et est-ce qu'il ne faudrait pas que ça devienne totalement transparent ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où le garde des Sceaux fait une demande de remontée d'informations, est-ce qu'elle ne pourrait pas figurer dans la procédure pour que les choses soient totalement claires ? Vous savez, il y a déjà une circulaire de 2014 qui précise très précisément les cas dans lesquels nous pouvons demander des remontées d'informations. Et lorsque, très rarement, il m'arrive de demander de telles remontées, cela fait partie des cas qui sont prévus par cette circulaire. Un mot sur le dossier de l'immigration. Est-ce que vous êtes à l'aise, vous, en tant que garde des Sceaux, avec tout ce que vous lisez du futur projet de loi immigration, notamment l'idée de faire des contrôles dans les centres d'accueil pour migrants, par exemple ? Si vous voulez, il y a un projet de loi qui est en cours d'élaboration. Dans le cadre de cette élaboration, je fais valoir les positions du ministère de la Justice dans le cadre des réunions interministérielles et je réserve mes propos pour ces réunions interministérielles. Ça ne sent pas l'accord total avec ce que prévoit le ministre de l'Intérieur. Mais du coup, ça veut dire que vous tentez, à votre niveau et dans ces réunions interministérielles, de rééquilibrer peut-être le texte. C'est ça que vous voulez nous dire ? Nous regardons les textes, je regarde ce qu'exige l'état de droit, je regarde quelle est la jurisprudence du Conseil constitutionnel à laquelle, évidemment, nous accordons beaucoup d'importance et nous discutons pour voir les meilleures modalités de mise en œuvre des orientations du président de la République. Quand Jacques Toubon, défenseur des droits, annonce une politique en défaut avec les droits fondamentaux, Jacques Toubon prend les positions qu'un défenseur des droits doit prendre. Il est dans son rôle. Il est dans son rôle. Très bien. Merci beaucoup, Nicole Belloubet. Ça vous le rend. Merci Caroline. Bonne journée à vous, mesdames.